Les héritiers politiques de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré ont tenu un congrès de 2 jours qui s'est achevé ce dimanche. Ils ont mis sur pied une nouvelle direction du parti pour le développement économique et social. La police nigériane s'attelle à la libération des élèves kidnappés dans des écoles. 10 apprenants enlevés dans une école dans le nord-ouest du Nigeria ont été libérés. C'est ce qu'a annoncé le représentant des parents d'élèves. En France, Emmanuel Macron a été la cible d'un jet de feu lundi. Le président français parcourait les allées du Salon international de la restauration. L'œuvre rebondit sur son épaule sans se casser. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. La police nigériane s'attelle à la libération des élèves kidnappés dans les écoles. Et ceci quelques jours après la libération d'une vague d'étudiants. Eh bien, cette semaine, 10 élèves ont été libérés par la police. C'est ce qu'a révélé un porte-parole des parents d'élèves. Reportage. Depuis le rapt de 121 élèves le 5 juillet au pensionnariat du lycée Baptiste Bethel Secondary School de la périphérie de la ville de Kaduna, 100 d'entre eux avaient été libérés ou avaient réussi à s'échapper, tandis que 21 restaient encore aux mains de leurs ravisseurs. Les kidnappeurs ont libéré 10 élèves de plus après avoir obtenu leur rançon, comme cela a été le cas pour les élèves qu'ils avaient libérés auparavant, a déclaré une source sans dévoiler le montant des rançons. 11 autres apprenants demeurent en captivité et nous espérons qu'ils seront tous libérés la prochaine fois que nous parviendrons à un accord avec les bandits, a précisé la source. La police avait annoncé jeudi avoir arrêté 3 personnes soupçonnées d'avoir enlevé tous ces élèves il y a près de 3 mois. Ce kidnapping de masse s'inscrivait dans une série d'enlèvements menés depuis des mois par des groupes criminels armés agissant dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. Environ 1 millier d'élèves et d'étudiants ont été kidnappés depuis le mois de décembre. Les héritiers politiques de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré, décédé l'an dernier, ont tenu un congrès de 2 jours qui s'est achevé ce dimanche. Ils ont mis sur pied une nouvelle direction du parti pour le développement économique et social du Mali. Pour son nouveau départ, le PDES, le Parti pour le développement économique et social, joue la carte de jeunesse. Son nouveau président, Moulay Omar Haïdara, âgé de 41 ans, est un opérateur économique malien. Le nouveau président PDES s'est exprimé sur la dernière sortie du Premier ministre malien sur la possible prolongation de la durée de la transition. Que ce soit reporté d'1 mois, de 2 mois ou de 3 mois, là n'est pas le problème. Le problème, c'est de se mettre au travail pour organiser ces élections et se dire qu'il faut qu'elles se tiennent, insiste Moulay Omar Haïdara. Sans l'exclusivité, rien ne marchera. Il faut que le Mali redevienne aujourd'hui un pays démocratique. Il faut aujourd'hui que nous soyons dans le concret des autres pays parce qu'on ne peut pas s'isoler, c'est impossible, a-t-il conclu. Le PDES s'apprête également à participer aux prochaines élections. Le colonel de l'armée rwandaise Théoneste Bagosora, surnommé le colonel de l'Apocalypse, devenu le cerveau du génocide au Rwanda de 1994, est décédé ce samedi. C'est à l'âge de 80 ans du moins. Lui qui purgeait au Mali ses peines pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Initialement condamné à la prison à vie en 2008 par le tribunal pénal international pour le Rwanda, basé à Arusha, Théoneste Bagosora avait vu sa peine réduite à 35 ans de prison en appel en 2011. Celui qui occupait en 1994 le poste de directeur de cabinet au ministère rwandais de la Défense a toujours nié le rôle qu'on lui prête dans le génocide qui a fait, en une centaine de jours, 800 000 morts, selon l'ONU, principalement au sein de la minorité Tutsi. Devant ses juges, il a également nié avoir affirmé 15 ans plus tôt, en 1993, dans cette même ville d'Arusha, qu'il retournait au Rwanda, préparer l'apocalypse, claquant la porte des négociations entre le pouvoir rwandais et la rébellion Tutsi du Front patriotique rwandais. Durant ses pourparlers en Tanzanie, il était en conflit permanent avec le ministre des Affaires étrangères, Boniface Nguriza,
à qui il reprochait de faire trop de concessions aux rebelles. Ce dernier sera assassiné le 11 avril 1994 par des militaires, 5 jours après l'attentat contre l'avion du président Juvenal Habyarimana, qui avait déclenché les premiers massacres de Tutsis et de Hutus modérés. Une note du renseignement français de septembre 1994, révélée en 2019, présente Bagosora comme un extrémiste du régime et l'un des principaux commanditaires de l'attentat du 6 avril, avec l'ancien chef d'état-major des forces armées rwandaises, Laurent Sierobouga. Après l'attentat contre Habyarimana, il sera de facto la plus haute autorité militaire dans le pays entre le 6 et le 9 avril, au premier jour du génocide qui verront le pays basculer dans l'horreur. Le ministre de la Défense se trouvait alors en mission à l'étranger et le chef d'état-major de l'armée venait de mourir aux côtés du président. Au Soudan, le chef du conseil gérant la transition a promis de réformer l'armée près d'une semaine du moins après une tentative de putsch lors de l'inauguration d'un hôpital militaire au sud de Khartoum. Le général Abdel Fattah al-Burhan a affirmé que les militaires sont les plus engagés pour la transition en cours au Rwanda. Reportage. Près d'une semaine après une tentative de putsch, le général à la tête du conseil gérant la transition au Soudan a promis ce dimanche de réformer l'armée, assurant que les militaires étaient les plus engagés pour la transition démocratique. Les forces armées sont extrêmement déterminées à ne pas se retourner contre la révolution de décembre. Nous dénonçons tout ce qui se dit sur le fait que l'armée prépare un coup d'État parce que nous, en tant que soldats, sommes les plus engagés pour la transition démocratique et pour une période de transition qui se termine en douceur par une élection. Nous nous engageons à nettoyer les forces armées et à n'y laisser aucun membre de l'ancien régime. Car c'est ce que nous disons à tout le monde. Ceux qui ont été arrêtés lors de la dernière tentative de coup d'État, nous annoncerons leur affiliation et nous les traduirons en justice sous le regard de tous. L'institution militaire est non partisane et nous ne permettrons aucune activité partisane au sein de nos rangs. Après le coup d'État manqué le 22 septembre dernier, au moins 11 officiers avaient été arrêtés aux côtés de civils, conduisant le Premier ministre civil Abdallah Hamdok à appeler à une réforme de l'armée, sujet hautement sensible au Soudan. Cette tentative de coup d'État n'est pas la première dans un pays qui a été dirigé pendant 30 ans par Omar el-Béchir, arrivé lui-même au pouvoir par un putsch en 1989. En Algérie, 2 anciens premiers ministres de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika ont été condamnés ce lundi à de nouvelles peines de prison. Ahmed Ouiyaya et Abdel Malek Salela ont écopé de ces peines puisque poursuivis pour corruption. Reportage. Poursuivi avec d'autres coprévenus, notamment pour blanchiment d'argent, dilapidation de fonds, abus de fonction et conclusion de contrats en violation de la réglementation des marchés publics, Ahmed Ouaya et Abdelmalek Selal ont été respectivement condamnés à 6 et 5 ans de prison ferme selon la télévision. Ils étaient jugés dans le cadre de l'affaire dite Hamid Melzi, ex-patron d'un établissement public gérant d'une luxueuse résidence réservée aux dirigeants du pouvoir et d'une société hôtelière publique qui, lui, s'est vu infliger 5 ans de prison. Ouaya a été Premier ministre à 4 reprises entre 1995 et 1999 et Sela a dirigé le gouvernement de 2014 à 2017 ainsi que les 4 campagnes électorales de Bouteflika, chassé du pouvoir en 2019 et décédé le 17 septembre. Les 2 anciens premiers ministres ont déjà été condamnés lors de plusieurs procès et doivent comparaître dans d'autres. Leur plus lourde peine a été confirmée en appel en janvier dernier, 15 ans de prison ferme pour Ahmed Ouaya et 12 ans de prison ferme pour Abdelmalek Selal. En France, cette fois, Emmanuel Macron a été la cible d'un jet d'œufs ce lundi. Le président français parcourait les allées du Salon international de la restauration. L'œuf a rebondi sur son habit et surtout l'épaule sans pouvoir se casser. Reportage.
Un homme a lancé un œuf ce lundi sur le président Emmanuel Macron dans les allées du Salon international de la restauration à Lyon. L'œuf a rebondi sur l'épaule du président français sans se casser. L'auteur du geste a tout de suite été arrêté. S'il a un truc à me dire, qu'il vienne, a réagi le chef de l'État, demandant à le rencontrer. J'irai le voir après, a-t-il ajouté. La cote de popularité d'Emmanuel Macron est en baisse avec 38% des Français qui se disent satisfaits de l'action du chef de l'État, tandis que 59% des personnes interrogées se disent mécontentes. Elle est toutefois supérieure à celle de ses deux derniers prédécesseurs, François Hollande 22% et Nicolas Sarkozy 36% au même moment de leur mandat respectif. Le 8 juin dernier, Emmanuel Macron avait été frappé au visage par un homme en marge d'un déplacement dans le sud de la France, provoquant une importante vague de protestation au sein de la classe politique. Son agresseur, condamné à 4 mois de prison ferme, est sorti de détention le 21 septembre. En mars 2017, alors candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron avait déjà été la cible d'un jet d'œuf au Salon de l'agriculture à Paris. Un incident qu'il avait qualifié comme faisant partie du folklore. Et ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.